Jusqu'à 18 h, la bourse en temps réel. Nos invités pour nous accompagner pour cette nouvelle demi-heure en plateau, à mes côtés Cédric Besson qui est gérant et conseiller du président de Gaspal Gestion. Bonjour Cédric. Bonjour Grégoire. Le président de Gaspal Gestion, je le dis parce que c'est un personnage quand même dans l'industrie de la gestion française, c'est Christian Gilnac. Voilà, c'est pour ça que vous avez ce titre de conseiller du président, gérant chez Gaspal Gestion. On parlera avec vous notamment des stratégies de rendement, oui. Très intéressantes peut-être aujourd'hui dans le contexte actuel. Et puis sur le plan macroéconomique, là, sans rentrer forcément dans tous les détails, mais on a l'impression d'avoir deux mondes qui coexistent aujourd'hui, hein, le monde industriel qui est en récession et le monde des services qui semble plutôt résistant, résilient. Alors c'est pour ça qu'on est constructif sur la macro, puisqu'on part d'une croissance l'année dernière qui était à 3,7%. Cette année, on parle de 3,5% et peut-être 3,4% en 2020. Ouais. Donc on est oui sur un ralentissement, mais pas un effondrement. Si on prend les chiffres aujourd'hui de Maersk qui baisse de 10% en bourse... Donc le groupe Maersk, hein. Le groupe Maersk qui transporte 25% des produits dans le monde sur les bateaux, eh bien, il fait état d'un ralentissement très fort. Ouais. Donc c'est l'activité industrielle qui baisse, et c'est surtout l'automobile. Mais on sait pourquoi on est dans ce domaine-là. C'est M. Trump qui a voulu ralentir l'économie dans cette négociation. Ouais. Les chiffres chinois, c'était moins 15 au mois de janvier. Ouais. C'est fortement en baisse, et ça fait 3 trimestres. Est-ce que ça va durer ? Nous, on pense qu'il faut voir au-delà de ce ralentissement, parce que ni M. Trump ni M. Xi ont intérêt avoir une croissance qui s'effondre. Surtout M. Trump qui, en 2020, doit peut-être se faire réélire. Donc on pense que dans les prochaines semaines, peut-être pas le 1er mars, mais dans quelques semaines, on va avoir un accord, qui ne sera peut-être pas suffisant, mais en tous les cas pour nous, au niveau de l'investissement, suffisant pour aller voir au-delà et se dire que la croissance ne s'effondre pas. Mais c'est ça. Pour des questions politiques, oui, américaines et chinoises, oui, on peut avoir une confiance certaine dans l'idée que l'économie ne va pas s'effondrer. Il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que les banques centrales ont pris peur. Ouais. On a eu une forte baisse du marché technique fin décembre parce qu'il n'y avait pas d'opérateurs. La baisse entre 15 décembre et le 25 s'est faite sans volume. Personne ne voulait prendre des risques, donc un vendeur fait baisser fortement un titre. Le rebond ne s'est pas fait également avec du volume parce qu'il n'y a pas de collecte. Donc on vit en vase clos. Il y a eu un rebond assez fort. La Banque centrale américaine, elle a dit début janvier, écoutez, j'ai trop peur, donc je me mets en neutre. Il est important de voir hier soir que les minutes étaient neutres et non pas baisse des taux. On est pour l'instant dans une pause. Mais peut-être que dans 3, 4, 5 mois, elle va reprendre son rythme de remontée des taux. Les États-Unis et la Chine sont en train de s'entendre. Vous êtes convaincus qu'on va pouvoir mettre en pause, en tout cas, ce sujet. Évidemment, la guerre stratégique, la guerre technologique, ça, on a compris que ça continuait. Mais sur l'aspect d'escalade de la guerre commerciale, on peut mettre une pause. Ils n'ont pas le choix. Je pense qu'on remerciera M. Trump pour tout ce qu'il a fait, ce qu'il dit tout haut, ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Ouais. Mais lui n'est pas élu à vie comme M. Xi. Lui, il a encore un mandat pour essayer d'avoir 4 ans de plus et il va tout faire pour y arriver. Et là, le temps compte. Donc, dans les prochaines semaines, il va le faire. Et M. Xi le sait très bien. Donc, il donne quand même des signes d'ouverture. Il va acheter encore un peu plus de soja. Oui. Il va essayer d'ouvrir un petit peu tout ce qui est filiale avec majorité étrangère. Donc il fait des efforts. Mais il va continuer à essayer de prendre le continent africain, l'Asie qui est autour de lui. Et la 5G, il a réussi à convaincre les Britanniques et même les Allemands que son producteur était le bon. Ouais. Donc ça va se terminer correctement. On va terminer cette demi-heure avec vous. Je rappelle que vous êtes gérant et conseiller du président de Gaspal Gestion et on parle avec vous de stratégie de rendement. On a compris que vous restiez constructif sur le marché action, oui, même si là on est peut-être l'élastique est un peu tendu, comme voilà, on dit. On est proche des moyennes mobiles 200 jours, difficile à casser. Elles ont été franchies aux États-Unis, mais pas en Europe. Donc on aura peut-être un peu de respiration, surtout que comme le marché a beaucoup monté très vite, peu de gens sont dans cet ascenseur. Donc si ça rebaisse un peu, les gens vont vouloir en racheter. Donc pour aller au-delà, il faut qu'on ait quand même plus de choses que les bons chiffres. Finalement, la saison de résultats est plutôt bonne aux États-Unis et en Europe. Ouais. Il faut quelques éléments supplémentaires pour aller un peu plus haut. Mais en tendance de fond, on devrait aller plus loin et la volatilité fait partie de ce marché. On a nos deux banques centrales, on a un nouveau président finalement depuis quelques mois aux États-Unis, et dans 6 mois on a un nouveau en Europe. C'est toujours des zones un peu dangereuses quand même. Il faut apprendre à vivre avec eux. Et ce qu'a fait M. Powell entre décembre et janvier, c'est pas digne d'un grand banquier central. C'est le virage de politique monétaire le plus rapide de l'histoire. Voilà. C'est comme ça. Donc il y aura la volatilité, mais en tendance. Ouais. Les niveaux de valorisation ne sont pas très élevés. Oui, mais c'est dans ce contexte-là que vous décrivez, justement, les stratégies de rendement fondées sur la croissance des dividendes, hein, et c'est bien là un point important, sont des stratégies qui vous paraissent plutôt adaptées, plutôt appropriées. C'est ça, Cédric? Alors, effectivement, j'aimerais dire, de tout temps, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est de regarder les dividendes. Quand on regarde le DAX sur 20 ans, la performance est de 130%. Le CAC 40, la performance n'est que de 30%, mais on sait que le CAC n'inclut pas le
le réinvestissement des dividendes. Si on inclut ces dividendes, on est également à 130%. Ouais. 30%, 130%, l'écart est très important et c'est la rémunération de l'actionnaire qui provient des dividendes réinvestis. Et on oublie trop facilement cette partie dividende dans la rémunération boursière qu'on peut espérer des marchés boursiers. On en parle 2 fois par an. Maintenant, c'est le début de l'année et on fait la somme de tous les dividendes qui ont été versés aux actionnaires, à tous ces riches actionnaires. Et puis, au printemps, au moment où ces dividendes sont effectivement payés. Détachés, ouais. Mais entre-temps, on en parle très peu. Ouais. Et pourtant, c'est moins volatile que le chiffre d'affaires ou le résultat. Et c'est là-dessus que nous, chez Gaspal Gestion, on travaille en profondeur pour voir si ce dividende va être payé, s'il va être récurrent et de préférence en croissance. C'est ça la question. Il y a dividendes et dividendes. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'une action ou une entreprise offre un dividende très élevé que c'est forcément un bon dividende, justement. Comment est-ce que vous faites le tri? Sur quels critères est-ce que vous faites votre sélection? Et je pense qu'on peut prendre des exemples d'ailleurs pour incarner cette stratégie, Cédric. Alors nous, on va regarder la capacité à la société de payer des dividendes, mais en général, une société qui est très endettée peut avoir des problèmes à moyen terme pour le payer. L'exemple que l'on peut prendre, c'est celui d'AB InBev, qui est le plus grand brasseur au monde. Il a 30% de part de marché. Société qui fait à peu près 200 milliards de capitalisation. L'année dernière, elle a perdu 30%. Pourquoi est-ce qu'elle a perdu autant? C'est parce qu'elle a coupé son dividende qui est passé de 4% à 2%. Et pourquoi a-t-elle fait ce mouvement-là? C'est qu'elle a dû mettre de l'argent de côté plutôt pour réduire sa dette que payer un dividende. Parce qu'elle avait racheté Sam Miller au pic de marché. Sam Miller, c'est le plus grand brasseur des marchés émergents. Stratégiquement, ça faisait du sens. Mais elle s'est endettée pour le faire. Un niveau de dette par rapport à l'excédent brut d'exploitation de l'ordre de 4 fois. Quand le marché accepte 2,5. Donc c'était un peu plus. Mais comme le métier sous-jacent, c'est de la bière, le marché l'a accepté. Mais il se trouve qu'on a eu un ralentissement sur les émergents, moins de ventes de Budweiser aux États-Unis, pas à cause de Nike, on ne sait pas, mais moins de ventes de Budweiser. Et du coup, elle s'est dit, je vais moins payer de dividendes. La sanction est immédiate. Et récemment, Daimler, il y a 15 jours, du fait du marché automobile, elle aussi était contrainte de réduire son dividende. Alors pas par 2, c'est moins 10%. En 2 séances, Daimler a perdu 8%. Donc la sanction est immédiate. Donc pour une entreprise, il faut qu'elle paye un dividende, qu'elle soit capable de payer aujourd'hui, demain et après-demain, et si possible en croissance. Et là, c'est vertueux. Ces sociétés-là, sur moyenne et longue période, surperforment le marché. On voit tout de suite la question, dès qu'elle est abordée... Surperforme le marché. On voit tout de suite la question, dès qu'elle est abordée par les managements, est une question ultra sensible. J'en veux pour preuve Orange aujourd'hui, alors qu'il livre un certain nombre d'informations au marché avec la publication des résultats annuels. Les résultats 2018 sont bons, le groupe est assez prudent sur 2019. Et puis, à un moment, le management dit, bon, on est prudent, et du coup, on fixe pas le montant définitif du dividende pour l'instant. On attend d'y voir un peu plus clair sur la situation conjoncturelle et l'impact sur nos activités pour fixer le montant définitif du dividende. Et je suis sûr que ça pénalise un peu le titre aujourd'hui. C'est une des raisons de la baisse aujourd'hui, bien sûr. Vous prenez la même chose avec Deutsche Telekom qui baisse aussi. Donc le dividende qui est important à plus de 5% n'est pas suffisant. Il faut qu'on ait cette solidité, cette pérennité. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'en anglais, c'est le payout ratio, ou le taux de distribution de dividendes. S'il se rapproche trop de 100% de la trésorerie libre, il y a danger. Il faut être quelque part entre 50 et 60. Si on est trop bas... Une boîte qui crame tout son cash disponible en dividendes, c'est qu'il y a à terme, il y a un sujet. Voilà. Faut être à un bon niveau d'équilibre. Prenez Nestlé. Nestlé fait partie des aristocrates. Ça fait la 25e année cette année qu'elle paye un dividende en croissance. Ça fait 42 ans qu'ils payent un dividende neutre ou en hausse. Eh bien, ils ont décidé de faire à peu près 60% en dividendes et 40% en rachat d'actions, pour être capable d'avoir la souplesse de payer dans les années difficiles un peu moins de rachat d'actions, mais toujours autant de dividendes, voire en croissance. Et parce que qui achète ces sociétés-là? C'est des investisseurs de long terme qui ont besoin de cette rémunération pour leur activité courante. Et c'est quelque chose qui, de plus en plus, se transmet en Europe aussi. Dans cette stratégie de recherche de dividendes... En Europe aussi. Dans cette stratégie de recherche de dividendes, de croissance des dividendes, et ce que vous appelez le payout, le total de rémunération redistribuée aux actionnaires, est-ce que vous intégrez également la partie rachat d'actions? On en parle un peu moins en Europe, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de groupes qui sont en train de s'y mettre, notamment parce que on nous explique souvent que les valorisations en Europe sont plus basses, plus faibles qu'ailleurs, les marchés ont moins remonté, et donc il y a beaucoup de groupes qui se disent, je vais racheter mes actions. Moi, je sais que c'est pas cher, je vais racheter mes actions, ça va faire monter le cours de bourse, et l'actionnaire sera content à la
la fin. Alors, il y a une manière un peu cynique de voir les choses, c'est qu'aux États-Unis, le rachat d'actions est très fort parce que souvent le management, il est payé sur le prix de l'action. Et bien sûr. Et un rachat d'action fait automatiquement monter son action, alors que si elle donne de l'argent aux actionnaires, libre l'actionnaire de racheter son action ou une autre. Là, c'est figé. Alors qu'en Europe, on le fait de plus en plus, mais on préfère donner un peu plus d'argent en dividendes aux actionnaires plutôt que faire du rachat d'actions. Mais c'est vrai que plus le temps avance, plus les packages des entreprises, des managers sont fixés sur le cours de l'action, plus ils ont intérêt à faire du rachat d'actions. Donc ça augmente. Et puis la deuxième chose, c'est le fait de payer ou non du dividende. Vous savez qu'aux États-Unis, les valeurs dites de croissance technologique ne payaient pas de dividende. Sûr. Oui. Un Apple, pendant 20 ans, n'a pas payé de dividende. Et là, il gagnait tellement d'argent qu'il est contraint, depuis 5 ans, de payer un dividende. Mais c'est pas bien vu. Microsoft, de la même chose. Google, encore un peu de temps avant de le faire. Mais c'est parce qu'il y a du cash inemployé dans ces grandes Au bout d'un moment, c'est inemployé et ils n'ont pas assez de vecteurs de croissance pour le réemployer. Mais c'est vrai que le share buyback, le rachat d'actions, est un outil de souplesse, justement pour éviter d'avoir des déboires sur ce paiement de dividendes un jour ou l'autre. Bon, alors, bon dividende, ou en tout cas, une entreprise, Nestlé, j'imagine, vous l'avez cité comme exemple vertueux d'une entreprise qui fait progresser son dividende année après année. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises emblématiques là, en France, Air Liquide. Air Liquide, sur 10 ans, fait 70% de résultats, 50% pour son dividende, donc un peu moins. Et en bourse, elle a fait 200% quand le marché n'en a fait que 80%. Je crois que le titre était flat l'an passé, Air Liquide. Oui, c'est ça. Il a fait zéro quand le marché a baissé. Alors bien sûr, on a des forts rebonds depuis le début de l'année. Il va être un peu en retrait, mais sur longue période, il va faire mieux. Alors bien sûr, quand on construit un portefeuille, il faut quand même des dividendes robustes. C'est ceux des pétrolières aujourd'hui. C'est ceux des valeurs d'entreprises comme Veolia qui fait de très bons chiffres également. Et puis de l'autre côté, des sociétés dont le dividende peut être en dessous du dividende de marché. Donc aujourd'hui en Europe, on est à 4%. Des sociétés qui sont à 2%. Mais si cette croissance de dividende est de 10% ou plus, eh bien vous allez remarquer que le cours de bourse va faire beaucoup mieux que le marché. L'exemple type, ça va être Dassault Systèmes en France. Ça va être Amadeus, donc toujours la technologie en Espagne. La société qui aide les entreprises aériennes au système informatique. Donc c'est ce type de valeurs qui vont, avec une croissance forte de dividendes... On a des perspectives de croissance de dividendes, effectivement. Qui sont beaucoup plus fortes que celles du marché. Et on se rend compte qu'au niveau boursier, ça a un impact positif. Donc quand on construit un portefeuille autour de ces stratégies-là, on arrive à quelque chose qui fait mieux que le marché sur la durée et qui, en plus, est moins volatile. Le bêta de notre portefeuille est à 0,8. Voilà, donc en dessous du marché. Bon, j'allais vous poser la question sur le secteur bancaire, du coup, mais j'ai déjà la réponse. Non, mais s'il y a un secteur qui promet ou qui livre aujourd'hui et qui promet de gros dividendes, c'est le secteur bancaire. Alors, en fait, il ne le promet pas. C'est parce que les cours ont baissé que le rendement est arrivé à 6-7%. Intesa, c'est à 7%, donc c'est très élevé. Maintenant, est-ce qu'il est pérenne? On se souvient qu'il y a 10 ans, toutes ces banques ont dû couper les unes après les autres leurs dividendes. Certaines commencent même à le proposer en action, le dividende. Et voilà, la Générale le propose à 50% en action. Donc, c'est pas confortable. Bien sûr, qu'en valorisation à 60% de l'actif net, on se dit il y a peut-être l'occasion d'entrer, mais il n'y a pas de catalyseur. Tant que les taux vont rester bas, ces banques ne vont pas gagner d'argent. Il faut juste qu'il y ait peut-être un jour des rapprochements, mais l'Europe n'y est pas prête entre les frontières à ce jour. Les stratégies de rendement, attention, il y a du bon rendement et du rendement dont il faut se méfier. Là, on parle de rendement fondé sur la croissance des dividendes. C'est le nom du fonds, Gaspal Croissance Dividende d'ailleurs que vous gérez. Merci beaucoup Cédric. Merci. Cédric Besson qui était avec nous en plateau dans Intégral Bourse cet après-midi, gérant chez Gaspal Gestion.